L'équipage à bord du porte-conteneur Ocean Future attend de décharger leur navire dans les conditions glaciales de la baie de Bognan, en mer Baltique. La glace se forme autour du cargo. À mesure que la glace commence à se solidifier, le risque de rester coincé dans cet environnement gelé augmente à chaque heure qui passe. Alors que la banquise s'épaissit, le brise-glace fait nez que fend la glace dense qui emprisonne le porte-conteneur. Les brise-glaces sont passés de simples bateaux capables de naviguer dans la glace à des navires spécialement conçus pour briser la glace qui bloque les routes commerciales, piège les découvertes scientifiques et étouffe les industries qui alimentent notre économie. Quand de grands navires sont bloqués par la glace, quelle technologie un brise-glace utilise-t-il pour la briser ? Et comment sont-ils passés d'un ferry ferroviaire sur les grands lacs à un brise-glace nucléaire dans l'Arctique ? Les premiers navires capables de naviguer dans la glace datent du XIe siècle, quand des colons de l'Arctique et de la mer Blanche, au nord de la Russie, utilisaient de petits voiliers en bois nommés coques. Le coche avait une coque arrondie renforcée par une couche supplémentaire de planches le long de la ligne de flottaison, faite de chêne ou de mélèze appelée kotza. Quand les champs de glace se refermaient, la coque arrondie permettait au navire d'être soulevé et posé sur la glace, évitant ainsi tout dommage à sa structure. Pendant plusieurs siècles, ces navires capables de naviguer dans la glace plutôt que de briser la glace utilisaient quand les premiers éléments majeurs de conception des brise-glaces, le double bordé ou la coque renforcée avec une forme arrondie. Dans les années 1830, alors que la vapeur se répandait dans les ports du nord des États-Unis, la technologie de l'époque permettait aux bateaux à aube à vapeur de maintenir le commerce dans des ports auparavant bloqués par la glace pendant l'hiver. Ces bateaux à aube utilisaient des coques renforcées et des roues à aube pour briser la glace relativement fine du port avant qu'elle ne s'installe. Ils n'étaient pas conçus pour être des brise-glaces, mais permettaient plutôt aux bateaux à aube de fonctionner toute l'année. Ce n'est qu'à la fin des années 1800 que la technologie et la conception des brise-glaces ont commencé à se développer, permettant aux brise-glaces de trouver sa place dans l'économie. En 1888, l'architecte naval Frank Kirby a conçu le brise-glace de type américain pour affronter la banquise dans le détroit de Mackinac des Grands Lacs. Kirby a conçu le ferry ferroviaire brise-glace Saint-Ignace qui était équipé d'une hélice de 2000 chevaux à la poupe et d'une hélice de 1000 chevaux à la proue. À l'époque, les capitaines de navires avaient compris qu'ils devaient orienter la poupe vers la glace pour permettre aux hélices d'aspirer la glace brisée sous le navire. L'hélice d'étrave de Kirby évacuait l'eau et la glace brisée à l'avant, évitant à ces navires de devoir manœuvrer pour faire demi-tour et présenter la poupe à la glace. L'intégration des hélices d'étrave en construction navale était une évolution logique. Mais les ferries à pour wagons de chemin de fer étaient conçus pour transporter des wagons et Kirby a conçu des caractéristiques comme brise-glace pour qu'ils restent à l'heure, pas comme des brise-glaces spécialisés. À peu près à la même époque, l'Europe développait son propre brise-glace, spécialement conçu pour naviguer en mer Baltique. Les navires de haute mer typiques ont une coque pointue afin de couper l'eau avec le moins de friction possible. Le brise-glace européen s'est inspiré du coche et a utilisé une proue arrondie en forme de cuillère conçue pour monter sur la glace et l'écraser sous le poids du navire. La conception fonctionnait bien dans la glace fine, mais le concept n'était pas aussi efficace dans la glace dense des mers du nord de la Baltique. En 1893, une étude de la Société impériale russe de technologie, intitulée « La possibilité de la navigation hivernale jusqu'à Saint-Pétersbourg », conclut qu'une navigation toute l'année par l'estuaire de la Neva est réalisable. Le vice-amiral Stepan Makarov, officier et pionnier naval, apprécie l'idée et décide de concentrer la recherche technologique navale sur les brise-glaces. En 1896, en face de la Baltique, la Finlande lance un appel d'offres pour son second brise-glace d'État, le Sampo, recherchant des technologies innovantes pour ses besoins. Le Sénat finlandais envoie ses spécialistes pour étudier et en apprendre davantage sur les navires brise-glace qui naviguent sur les grands lacs aux États-Unis. Il étudie les ferries et reçoit de Kirby des informations techniques sur les navires. Bien que les navires de Kirby soient non des ferries et non des brise-glaces, les Finlandais utilisent ces données pour améliorer leur offre. La Finlande et la Russie désignent toutes deux Armstrong, Whitworth & Company à Newcastle, en Angleterre, pour construire leur brise-glace.
Le brise-glace finlandais Sampo possède une hélice d'étrave conçue par Kirby aux États-Unis, conception que le brise-glace russe Yermak adopte également. Ils sont appelés brise-glace de type américain à cause de leurs hélices d'étrave. En 1898, le Sampo commence à aider les navires hors du port de Hanko, Finlande. L'étrave en acier du brise-glace, appelé l'éperon, est inclinée à 23 degrés. Le navire monte sur la glace qui se brise sous le poids du bâtiment. Avec son moteur de 2800 chevaux, Sampo peut briser des crêtes de glace jusqu'à 50 cm d'épaisseur. La glace de crête se forme lorsque la glace se fracture et s'accumule à mesure que d'autres glaces la pressent. Et Sampo dépasse largement les attentes. En 1899, l'Yermak est lancé en Russie. En plus de l'hélice d'étrave de style américain, l'amiral Makarov ajoute une nouvelle innovation à son brise-glace. Un système de redressement actif utilise des citernes partiellement remplies d'eau à bâbord et tribord du navire. Le brise-glace oscille en pompant l'eau alternativement de gauche à droite. Le roulis continu réduit la friction et aide à briser la glace, ce qui fonctionne bien avec l'hélice d'étrave. Le Yermak a une longue proue, qui est la partie la plus avancée de l'étrave au-dessus de la ligne de flottaison, ce qui lui permet de monter sur la glace et de l'écraser pour ouvrir un passage. Les flancs inférieurs du navire, incurvés comme ceux du coach russe, empêchent le Yermak de rester coincé dans la glace. Le navire glisse jusqu'à reposer sur la glace. Il a une double coque avec 48 compartiments étanches, une proue renforcée de 4 cm d'épaisseur et une machine à vapeur au charbon de 9000 chevaux. Le Yermak est spécialement construit pour briser la glace dans les mers Baltiques et de Kara, maintenant les ports du nord de la Russie ouverts aux affaires pendant tout l'hiver, ou du moins plus longtemps qu'il ne fonctionne normalement. Lorsque le vice-amiral Makarov voit le navire en action, il décide d'explorer les régions polaires, et en juillet 1899, le Yermak met le cap sur l'Arctique, devenant ainsi le premier brise-glace polaire au monde. Lors d'un hiver normal, le port de la capitale suédoise, Stockholm, gèle complètement. Alors que la Finlande et la Russie ouvrent leurs ports en hiver, les Suédois remarquent l'efficacité de l'étrave américaine. Les villes du Norrland et du nord de la côte baltique suédoise subissent des hivers encore plus rudes. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale perturbant le commerce au sud, le gouvernement suédois a créé un comité pour étudier les besoins et avantages économiques d'une expansion vers le nord, plus sûre. Mais il leur faudra des brise-glaces plus puissants pour garder la côte du Norrland ouverte toute l'année. En 1915, la Suède construit le Zakterich, son premier brise-glace maritime, pour Stockholm. L'angle et la forme de sa proue reprennent le design de type américain, similaire à celui du brise-glace finlandais Sampo. Pour développer la région du Norrland, le comité décide que le bris de glace doit être un service public, comme en Finlande, plutôt qu'une opération commerciale privée. En 1924, le Parlement suédois approuve l'achat d'un deuxième grand brise-glace pour desservir le passage nord vers le Norrland. En quelques années, la côte baltique suédoise devient si fréquentée que les deux brise-glaces suédois ne peuvent plus assurer le trafic maritime ni maintenir le passage du Norrland ouvert. L'idée d'un troisième brise-glace est proposée et, en raison des hivers rigoureux et du lobbying des milieux commerciaux, le gouvernement suédois décide de lancer un nouveau programme de construction de brise-glace pour répondre à la demande de voies navigables libres autour de Stockholm ainsi que du passage du Norrland. Mais en raison des voies navigables peu profondes le long du golfe de Bothnie, ils ne peuvent pas simplement construire des brise-glaces plus grands. Le gouvernement suédois charge l'architecte naval O.R. van Sydow de proposer 3 nouveaux modèles de brise-glace, basés sur les dimensions et les lignes de coque d'un nouveau brise-glace finlandais, Jakaran, qui est le plus grand et le plus puissant brise-glace du monde. Le Jakaru utilise des chaudières au fioul, non au charbon, et dispose de réservoirs de redressement comme le Yermak russe. 2 des conceptions de von Sydow utilisent comme des moteurs à vapeur alimentés au fioul, inspirés du Jakaru. La troisième idée, utilisant des moteurs diesel électriques, coûtera bien plus cher et repose sur une technologie expérimentale. La propulsion diesel électrique n'a jamais été utilisée dans un brise-glace. Dans les pays nordiques, le bris de glace est un service public d'État assuré par des navires spécialisés. Les navires brise-glace aux États-Unis sont soit des patrouilleurs polyvalents appartenant au gouvernement, soit des ferries ferroviaires et de passagers exploités par des entreprises privées. La garde côtière des États-Unis est la principale agence développant les brise-glaces.
ayant besoin de patrouilleurs pour faire respecter la loi dans le Grand Nord, approvisionner les communautés isolées et aider la navigation hivernale. Le bris de glace est considéré comme une faible priorité nationale et ne dispose pas d'un programme de recherche et développement coordonné. Les États-Unis sont en retard sur l'Europe dans la conception de brise-glace à coque en acier avec de puissants moteurs. En 1927, le patrouilleur Northland est la première tentative de construction d'un navire polaire dédié et utilise une conception interne basée sur une enquête auprès d'officiers ayant des degrés d'expérience arctique variés, principalement de l'époque de la voile. L'enquête révèle que les marins veulent des voiles auxiliaires en cas de panne des moteurs diesel électriques, technologie encore récente sur les navires. La garde côtière américaine construit un navire polaire en acier avec moteur diesel électrique, une hélice et des voiles conventionnelles. C'est le navire le plus cher de la garde côtière et une déception car il navigue dans les glaces sans être un vrai brise-glace. Dans la glace arctique, le Northland manque de puissance, brise mal la glace et manœuvre difficilement, mais la propulsion diesel électrique fonctionne. En Suède, le secteur de l'ingénierie électrique est très favorable au diesel électrique et souhaite aller de l'avant, mais le gouvernement suédois hésite et demande l'avis d'experts sur l'efficacité du diesel électrique. La marine royale suédoise mentionne le Northland Cutter de l'États-Unis Coast Guard, un navire à propulsion diesel électrique pouvant naviguer dans la glace. Même si ce n'est pas un brise-glace, il l'utilise quand même pour illustrer le nouveau système de propulsion par temps froid. Et les chantiers navals suédois sont d'accord. Avec l'ouverture des ports en hiver, il y a une transformation majeure dans l'industrie maritime, et les chantiers navals vont profiter de la construction d'un autre brise-glace d'État qui sera construit localement et permettra à davantage de navires de naviguer dans les eaux locales. Les chantiers navals locaux construisent déjà des navires motorisés avec des moteurs locaux. Installation. Les secteurs suédois de la construction navale et de l'électricité bénéficieront du passage au diesel électrique. Et comme le diesel électrique nécessite moins de carburant et de personnel, il devrait être plus rentable que la vapeur. En 1933, l'IMA est lancé, le premier brise-glace diesel électrique au monde et le brise-glace d'État suédois le plus économique à exploiter. Il possède 2 hélices arrière et une hélice à l'avant. La forme de la proue est inspirée des brise-glaces finlandais des années 1920. En échange des plans techniques, les Finlandais sont autorisés à observer les performances de la IMA, alors qu'ils commencent à préparer le SISU, le premier brise-glace finlandais, diesel électrique. Dans les années 1930, avec la hausse de la demande de chauffage au fioul dans les grandes villes, les États-Unis réalisent la nécessité d'un brise-glace sur leurs voies navigables. Contrairement au charbon, le fioul de chauffage ne peut pas être stocké en grande quantité et doit donc être transporté tout l'hiver. En 1933, le Congrès autorise la construction d'un brise-glace pour la rivière Hudson. En décembre 1936, le président Roosevelt ordonne à la garde côtière américaine d'aider à la navigation et de maintenir routes, chenaux et ports ouverts tout l'hiver. Le décret souligne l'urgence du bris de glace mais ne prévoit aucun financement pour la recherche et le développement. Comme la garde côtière manque d'expérience dans la conception de brise-glace, comme le démontre le patrouilleur Northland, elle décide de chercher des informations à l'étranger de la manière la plus économique possible. L'officier de la garde côtière américaine Edward Teal visite la famille danoise de sa femme à Copenhague. Teal est instructeur de natation à l'académie de la garde côtière et ingénieur électricien. Il n'a pas de formation en architecture navale ni d'expérience en navigation polaire, mais il se trouve en Europe, ce qui permet d'économiser les frais de déplacement. Le congé européen de Teal est interrompu lorsqu'on lui ordonne d'aller en Suède, Finlande, Danemark, Norvège, Lettonie et aux Pays-Bas pour étudier les modèles de brise-glace et documenter la conception des coques, la proue, le système de propulsion et la configuration des hélices. Lorsque Teal examine le navire suédois IMA, il découvre qu'il combine le moteur diesel électrique Northland avec la forme de proue du ferry d'eau douce Sainte-Marie des Grands Lacs. Il découvre que dans les années 1880, les ferrys automobiles des Grands Lacs naviguaient en marche arrière pour briser la glace, donnant naissance à la technique moderne du brise-glace. Les informations de base que Teal recherche en Scandinavie sont déjà utilisées aux États-Unis. De retour aux États-Unis, Teal conçoit pour la garde côtière de nouveaux brise-glace, des remorqueurs de port de 34 mètres dans un coque renforcé et moteurs diesel électriques plus puissants.
En hiver 1940, le Raritan et son jumeau Nagatuk de la garde côtière brisent la glace sur le Hudson pour maintenir la navigation commerciale. Au printemps 1940, l'Allemagne envahit le Danemark et la garde côtière doit défendre le Groenland, territoire danois. La tension passe des voies navigables intérieures et côtières à l'Arctique. Lorsque la garde côtière rejoint la patrouille du Groenland, aucun de ces navires n'est capable de tracer un passage à travers la banquise arctique dense pour que d'autres navires puissent en suivre. En 1941, Thiel retourne au quartier général de la garde côtière et reçoit l'ordre de construire le meilleur brise-glace du monde, un brise-glace capable de résister aux conditions océaniques les plus rudes. Même pour un brise-glace adapté aux conditions océaniques, l'opération en Arctique pose de nouveaux défis. Pour que le navire ait une plus grande autonomie et puisse être autosuffisant pendant 1 an, s'il est pris dans la glace hivernale, il doit être économe en carburant, et les machines doivent fonctionner à des températures aussi basses que moins 50 degrés Fahrenheit. Dans les eaux glacées, le navire doit être construit en acier à haute résistance avec une tolérance unique aux basses températures pour éviter qu'il ne devienne cassant. Le brise-glace suédois IMA est le meilleur exemple de ce dont la garde côtière a besoin. Beaucoup de puissance installée dans un navire relativement court. L'IMA est utilisé comme modèle pour le développement du brise-glace Northwind. Et les brise-glaces de la classe Wind sont courts par rapport à leur puissance moteur et à leur largeur. Northwind mesure 82 mètres sur 19,4 mètres, similaire à l'AAMA, 78,6 mètres sur 19,3 mètres. Il possède 3 hélices entraînées par 10 000 chevaux, ce qui est proche des 9 000 chevaux de l'Etra IMA. Northwind adopte la technologie des cuves de traitement de la région baltique. Cependant, les hélices d'étrave des wagons américains et baltiques ont causé des problèmes aux soviétiques dans l'Arctique glacé. Les architectes navals savent que la formation et la couverture de glace influent fortement sur les performances des brise-glaces. La glace arctique pluriannuelle diffère beaucoup de la glace hivernale de la mer Baltique ou des Grands Lacs. La glace polaire pluriannuelle, épaisse et dure, est fixée aux hauts fonds ou icebergs échoués, alors que la glace hivernale est formée de glace flottante, bourrelée et glace dérivante. La glace flottante est une accumulation de glace flottante pouvant atteindre 2 mètres de large, et la glace dérivante est constituée de fragments transportés par les vents et les courants marins. Au nord de la mer Baltique, l'hélice d'étrave brise efficacement les petits morceaux de glace flottante. L'hélice d'étrave placée sur l'axe central génère un effet de pas d'hélice lors de son utilisation. Lorsque l'hélice tourne, elle fait déplacer le bateau latéralement. Dans la glace polaire épaisse, le mouvement latéral plaque le navire contre la barrière de glace et augmente la friction, ralentissant ainsi le navire. La garde côtière conçoit les brise-glaces de classe Wind avec des hélices d'étrave amovibles, rarement utilisées dans l'Arctique. Après la Seconde Guerre mondiale, la Finlande a perdu 2 de ses 3 brise-glaces les plus récents au profit de l'Union des républiques socialistes soviétiques comme réparation de guerre. La possession d'un seul brise-glace freine l'économie, d'où la création par le gouvernement finlandais d'un comité pour envisager l'achat d'un brise-glace plus grand. En mars 1946, le comité des brise-glaces se rend à Stockholm pour embarquer sur le brise-glace suédois IMA. Ils analysent chaque aspect du navire, consultent les meilleurs experts suédois et collectent de nombreux détails techniques et opérationnels, y compris sur la grande révision de l'IMA en 1945. L'idée d'utiliser 2 hélices d'étrave est évoquée. Les Suédois sont favorables à 2 hélices d'étrave, ce qui pourrait augmenter l'efficacité dans la banquise. L'IMA, équipé d'une seule hélice d'étrave, doit reculer dans la glace épaisse, ce qui ralentit et augmente la consommation de carburant. Les responsables suédois du brise-glace ont appris du Canada qu'ils ont lancé un nouveau ferry brise-glace pour train, le navire à moteur Abigvit, qui possède 2 hélices d'étrave tournant en sens opposé pour réduire l'effet de pas d'hélice. La Suède prévoit de construire de nouveaux brise-glace et veut connaître le fonctionnement de la technologie de brise-glace la plus récente. Il suggère que la Finlande teste le concept utilisé dans l'Abigvit et les brise-glaces de classe Wind. Mais le comité finlandais des brise-glaces reste divisé sur l'hélice. La plupart des Finlandais estiment que le ferry canadien ne prouve pas la viabilité des 2 hélices d'étrave, car les conditions de glace au Canada diffèrent de celles de la Finlande. En 1947, la Finlande aimerait passer commande d'un navire légèrement plus grand, mais technologiquement assez similaire à l'IMA.
Mais ils n'ont pas les fonds nécessaires pour aller de l'avant, donc le débat sur les hélices continue en arrière-plan. Le capitaine Stellan Hermelin de l'EUMAR a été promu pour diriger le service des brise-glaces et établir des règlements visant à améliorer la navigation hivernale et la sécurité. Il doit coordonner avec des pays pratiquant le brise-glace comme la Finlande et le Danemark, qui partagent les voies navigables locales. En mars 1948, Hermelin part aux États-Unis et au Canada pour étudier de près le problème des hélices. Il visite la garde côtière américaine et les chantiers navals ayant construit ces navires et le ferry canadien. Il échange avec l'ingénieur en chef du ferry Abigway et rencontre les concepteurs. Hermelin remet au comité finlandais des brise-glaces tous les documents de conception qu'il a rassemblés. Hermelin est persuadé qu'une configuration à 2 hélices à l'avant pour un brise-glace est non seulement réalisable, mais bien supérieure à celle à une seule hélice, poussant ainsi le comité finlandais à reconsidérer sa position. En 1954, le gouvernement finlandais commande la construction du brise-glace d'État Vojma. Voima est construit par la société finlandaise Wärtsilä, et c'est le premier brise-glace au monde à être équipé de 2 hélices à l'avant. L'attention médiatique qu'il suscite aide l'industrie navale finlandaise à devenir le leader mondial dans la conception de brise-glace. À l'origine, les concepteurs pensaient qu'une hélice à l'avant aidait à briser la glace en réduisant la pression sous la glace devant le navire. Mais la recherche et l'expérience montrent que les hélices d'étrave améliorent la capacité du navire à briser la glace parce qu'elles aident à évacuer la glace sous le navire, ce qui réduit la friction entre la coque et la glace brisée. Une seule hélice d'étrave ne lubrifie qu'un côté de la coque, ce qui signifie que le nouveau brise-glace finlandais avec 2 hélices d'étrave a un effet de chasse plus puissant et équilibré. Le brise-glace Voima gère des crêtes de glace épaisses sans éperonnage, et un navire à 4 hélices est très maniable, idéal pour les manœuvres portuaires et fluviales. Mais les hélices d'étrave ne conviennent pas à la glace polaire pluriannuelle, plus dure que l'on trouve dans la région arctique. En 1954, la Russie connecte les premières centrales nucléaires du monde à son réseau électrique et 3 ans plus tard, en décembre 1957, elle relance les brise-glaces à vapeur en utilisant la technologie nucléaire. Le Lénine fut le premier brise-glace à propulsion nucléaire. Il navigue à 2 nœuds dans une glace de 2,4 mètres d'épaisseur pendant près d'1 an. Contrairement aux brise-glaces peu conventionnels qui fonctionnent avec des moteurs diesel, les brise-glaces nucléaires utilisent la fission nucléaire pour produire de la vapeur qui alimente les turbines reliées aux hélices du navire. Ce procédé fournit une source d'énergie continue et puissante, permettant au navire de fonctionner pendant de longues périodes sans ravitaillement. C'est le brise-glace idéal pour l'Arctique, essentiel aux missions scientifiques longues, aux routes maritimes et au maintien de passages navigables dans les eaux gelées. Mais malgré toutes leurs caractéristiques de conception spécialisée développées au début des années 1900, ce n'est qu'aux années 1990 que les ingénieurs ont exploité tout le potentiel d'un navire brise-glace multifonctionnel capable de naviguer en toute saison. La plupart des brise-glaces étant exploités par l'État et non par des entreprises privées, les gouvernements ont tardé à adopter une technologie des années 1950. L'hélice d'étrave est une caractéristique clé du développement des brise-glaces. Mais pendant près de 100 ans, l'hélice d'étrave était montée dans une direction fixe. 2 hélices d'étrave et 2 de poupe offrent au navire un meilleur contrôle. En 1955, le propulseur azimutal est breveté permettant à l'hélice de pivoter à 360 degrés autour de son axe. Les propulseurs rotatifs offrent un contrôle de précision sur la position et l'orientation d'un navire. Grâce au positionnement dynamique informatisé, les propulseurs azimutaux permettent aux plateformes pétrolières, navires de soutien de plongée et navires de levage de réaliser des tâches complexes en mer tout en gardant leur position. En 1993, le brise-glace finlandais Finek est lancé. En été, ce brise-glace multifonction sert à installer câbles, tuyaux ou à soutenir les plateformes pétrolières offshore, et en hiver, il brise la glace. Les propulseurs azimutaux ou Z-Drive rendent le navire extrêmement maniable pour les opérations estivales, et les propulseurs azimutaux rendent les hélices d'étrave inutiles, ce qui le rend idéal pour les conditions de glace de la Baltique. Alors que les propulseurs azimutaux fonctionnent grâce à l'énergie mécanique du moteur du navire, la technologie évolue vers les azipodes, qui possèdent un moteur électrique intégré à chaque hélice, ce qui les rend plus compacts.
En 1998, le brise-glace finlandais Botnica est le premier brise-glace polyvalent à utiliser des azipodes pour la propulsion. La nacelle tournant à 360 degrés, le navire n'a pas besoin de gouvernail, libérant ainsi de l'espace à bord. Les azipodes permettent au brise-glace de se déplacer dans toutes les directions en pivotant, brisant ainsi la glace en avant ou en arrière. L'industrie navale affine ses conceptions pour réduire la friction entre la glace et la coque des navires. Bien que des concepts supplémentaires aient été développés pour repousser la glace loin du navire, comme l'application d'une peinture polymère ou le pompage d'eau ou d'air comprimé le long de la coque, la méthode la plus efficace pour déplacer la glace reste l'hélice. Les brise-glaces coûtent cher à acheter et exploiter. Et comme ils sont peu nombreux, aucun pays ni chantier naval ne peut se spécialiser dans ce type de navire. La coopération internationale permet le développement et le transfert de la technologie des brise-glaces, de la coque arrondie au ballast autoréparateur et propulseur azipodes. Pour les pays dont les voies navigables sont gelées, les brise-glaces motocross sont des navires essentiels pour maintenir l'économie en mouvement. À propos,